Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque pour ce 10e numéro déjà de Scénario Express. Et donc comme cette semaine c'est une semaine consacrée au secret de la 7ème mer, eh bien je vais vous donner une petite campagne, on va dire, clé en main, ou du moins un très gros scénario que vous pourrez faire jouer justement sur le thème donc de l'exploration que j'ai choisi de mettre en scène dans cette campagne. Pour la petite histoire, il faut savoir que cette campagne, en fait, je l'avais écrite pour au départ une activité, on va dire, de découverte du jeu de rôle dans le cadre d'une activité municipale. C'était au tout début, on va dire, des années 2000. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et donc voilà, donc on avait la possibilité en fait justement de venir jouer une séance et d'enchaîner les séances avec des groupes différents, mais en gardant en fait les mêmes personnages. Voilà pourquoi donc j'avais fait on va dire les choses de cette manière. J'avais vraiment découpé en petits épisodes pour que ça puisse être joué par on va dire avec les mêmes personnages mais avec des joueurs différents à qui je faisais évidemment le résumé des précédents épisodes, des précédentes aventures qui leur étaient arrivées. Bon, j'avais souvent en fait les mêmes enfants, les mêmes ados qui venaient pour continuer l'histoire, justement, ça me permettait quelque part de fidéliser mon public, et donc ça avait été quelque chose de plutôt intéressant que cette activité, on va dire, voilà, c'était dans le cadre, pour ceux qui connaissent, des activités municipales qu'ils faisaient à Reims, Reims Vitalité, auxquelles j'avais participé pendant 2 ans pendant mes études, et oui, il fallait bien gagner sa croûte à l'époque, voilà. Donc la campagne s'appelle donc la bouche du diable ou la boca del diablo si vous préférez, parce que bon, faut le dire évidemment en castillan, puisque eh ben, ça va parler un petit peu de Castille, mais enfin pas que de Castille. Alors donc la campagne entre guillemets, où le gros scénario est divisé en 5 grandes parties. En fait c'est la première même, c'est le premier volet en fait d'une plus grosse campagne, puisque j'avais fait une suite. Et donc les personnages étaient, on va dire, avaient au départ, ça c'était, on va dire, un postulat, leur propre navire, hein, pour évidemment permettre les déplacements. Et vous pouvez décider évidemment que ben, ils doivent, d'une certaine manière, dans le courant de ce scénario, trouver un navire, trouver un équipage pour réaliser leur objectif. L'objectif, eh ben, ils vont être mis en fait à la recherche comme de coutume, et ça arrive assez souvent dans les scénarios de 7ème mer, comment dire, de ruines sirnettes évidemment de grande importance. Et donc il faisait également partie au départ donc de la société des explorateurs. Ce qui permet, on va dire, évidemment de leur donner, on va dire, un cadre d'entrée de jeu, et de permettre justement de leur donner les moyens sans trop qu'ils aient besoin, on va dire, de tergiverser, et donc de privilégier plutôt le côté aventure. Donc déjà, voilà, ils ont la société des explorateurs comme employeur, et qui, comme c'est leur mécène d'une certaine manière, ils leur affrètent un navire pour pouvoir faire évidemment le voyage. Mais bon, tout ce qu'ils vont récolter, évidemment, c'est pour le compte de la société des explorateurs. Ce qui va peut-être les mettre un peu justement en porte-à-faux, les faire réfléchir, et leur dire bah, est-ce qu'on va pas d'une certaine manière prendre nos aises, pour ne pas dire je dis pas les trahir, mais en tout cas, on va dire devenir indépendants par rapport à ce qu'ils ont trouvé, et justement voguer de leurs propres ailes en devenant, on va dire, des pilleurs, on va dire, de ruines, tout ce qu'il y a de plus autonome. On va dire ça comme ça. Alors, la première partie, ils ont donc pour mission tout d'abord de prendre contact en fait avec une membre justement de la société des explorateurs, que j'ai donc appelée Mathilda Harrington, qui est assez jeune, mais qui normalement était censée revenir justement au siège principal donc, de la Société des Explorateurs en Avalon. Et l'ennui, c'est que évidemment, elle semble, comment dire, manquer à l'appel, ou en tout cas ne pas être revenue en temps et en heure avec ce qu'on lui avait demandé. Normalement, elle était censée ramener des cartes, on va dire géographiques, hein, des cartes de navigation qui sont d'une très très grande importance évidemment à l'époque, pour mettre en place justement des expéditions vers des lieux à explorer. Donc
Ils sont dépêchés donc ça vous pourrez faire la scène d'introduction, donc c'est normalement comment dire, le siège doit être à Carléon si je me souviens, ou si c'est pas à Carléon, de toute façon c'est une ville d'Avalon, ça on est bien sûr. Et donc ils doivent aller pour cela, là où normalement elle aurait dû on va dire appareiller avec un navire pour revenir justement jusqu'en Avalon, c'est-à-dire à Crieux comment dire, en montagne. Arriver comment dire à Crieux, ils vont commencer évidemment dans cette première partie à enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et ils vont s'apercevoir que la jeune femme a bel et bien été vue, mais qu'elle aurait disparu, on va dire, on va dire alors qu'elle devait justement prendre un navire pour Avalon. Ça, ils ont, on va dire, comment dire, l'information. Ils vont donc se mettre éminemment à sa recherche, vont savoir d'une certaine manière que visiblement en plus le capitaine a été payé pour, on va dire, donner l'information quand la jeune femme allait, on va dire, à venir à bord de son navire. Savoir qu'il s'agit probablement d'un noble montaginois qui a l'air très intéressé justement par ce que la jeune femme était en train de ramener, comment dire, à la société des explorateurs. À savoir que s'ils poussent, comment dire, la chose, ils sauront qu'il s'agit qu'il y a des hommes déjà sur place de ce noble, un certain Jean-François de la Morangias, hein, en l'honneur évidemment du pacte des loups, c'est comme ça que je l'ai appelé du moins, et qui serait en plus, et ça c'est quand même, on va dire, assez dingue, un mécène justement de la société des explorateurs. Comme c'est bizarre. Ça peut, comment dire, déjà quelque peu les interpeller. Parce que la société des explorateurs a beaucoup de mécènes, hein, évidemment, et pas que des gens, on va dire, très reluisants. Donc évidemment, Jean-François de la Morangias est un vilain sorcier porté, donc c'est le vilain, quelque part, de l'histoire, hein, qui mettra des bâtons dans les roues à nos PJ. Donc, ils vont continuer leurs investigations et finir par sûrement retrouver Mathilde alors qu'elle se cache justement des sbires de Jean-François de la Morangias, donc qui sont purement et simplement en fait des petits nobles, hein, des nobliaux qui sont très très bien, on va dire, équipés et entraînés pour normalement faire de la chasse à courre, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils peuvent aussi bien chasser des animaux que des humains, donc ils sont très très forts pour retrouver des gens, les traquer et les ramener comment dire, à leur maître, évidemment. Donc, ils pourront évidemment, dans cette ambiance de cité, après avoir fait leurs investigations, retrouver Mathilde, la sortir donc de Montaigne, avant donc que les agents, pour l'instant Jean-François de Morangias ne sera pas visible, mais avant donc que ces sbires, pardon, ne tente en tout cas de la rattraper et surtout de rattraper ce qu'elle porte sur elle, c'est-à-dire donc les fameuses cartes. Deuxième partie, Mathilde leur dit non attendez, on va peut-être pas, comment dire, retourner directement à la société des explorateurs parce que voilà, j'ai les cartes géographiques qui permettent donc d'aller jusqu'à cette fameuse île qu'on appelle donc la bouche du diable, une île où il y aurait en fait une immense caverne, dit-on, une immense montagne, en fait une sorte d'immenses volcans qui dégagent en fait toujours, enfin qui est toujours perdu dans une brume extrêmement dense, selon la légende évidemment, c'est une légende de marin, et qui serait entouré donc par des récifs extrêmement dangereux, qu'on appelle donc les dents du diable. Justement. Or, elle sait qu'il y a une carte qui existe également de ces récifs, et il est impossible d'approcher l'île sans, on va dire, risquer de perdre complètement son navire si justement on n'a pas également la carte détaillée de ces récifs. Et donc, elle sait, et elle a réussi quand même à avoir des informations qui lui permettent donc de se dire qu'il va falloir aller libérer donc un membre justement du Collège Invisible, un certain professeur Julius Formosa, qui est en ce moment donc dans les geôles de l'Inquisition, dans la forteresse donc du Rio del Oro. Donc ils vont devoir changer leur plan, retourner cette fois-ci en Castille, non occupée, soit dit en passant, et libérer donc le fameux donc, professeur Formosa des geôles de l'Inquisition.
euh, où donc il était retenu évidemment pour hérésie envers l'église vaticine. C'est assez connu. Donc là, on est après une ambiance, on va dire plutôt urbaine, de course-poursuite, d'enquête. Là, je vous propose plutôt voilà, une véritable expédition avec une libération, une attaque, en fait, purement et simplement, plus ou moins discrète d'ailleurs, et plus ou moins commando, pourrait-on dire, d'une forteresse justement inexpugnable normalement de Castille, qui justement, mystère, et ça va peut-être les aider, est assiégée de manière maritime, hein, par des flottes montaginoises évidemment qui vont pouvoir pendant on va dire qu'ils attaquent peut-être passer des espions grâce à des sorciers portés enfin vous imaginez toutes les petites choses qui pourraient arriver et donc vont-ils profiter de l'attaque justement et d'essayer de profiter justement du siège de la bataille avec donc les forces montaginoises qui essayent de les déstabiliser de l'intérieur grâce à des petits tours de portée dont ils ont le secret. Hein. Je rappelle qu'on peut ensanglanter des objets, mais on peut aussi ensanglanter des animaux. Donc voilà, ensanglanter des rats, des pigeons pour pouvoir après s'introduire dans un lieu normalement inexpugnable. Ça peut, on va dire, être quelque chose d'extrêmement intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais utilisé pour leur faire, on va dire, des petites surprises comme ceci. Donc il libère le professeur, et là, ah grand diable, coup de tonnerre, bah oui, on est, on va dire, dans un feuilleton hein, d'une certaine manière. Il a en effet dressé, enfin il a réussi à retrouver en effet la fameuse carte des dents du diable. Il est prêt d'ailleurs, il est prêt donc le professeur d'ailleurs à les accompagner dans l'expédition, mais il a pu comment dire les cartes parce que tout, on va dire, tous ces documents, toutes ces, on va dire, ces recherches ont été saisies par l'Inquisition, ce qui les oblige à aller jusque donc dans le comment dire dans la cité vaticine pour aller donc jusqu'au tribunal du Saint-Office et justement récupérer les fameuses ces fameux documents. Donc là, il veut récupérer lui aussi tous ces documents de recherche. Donc là, on va aller plutôt dans une ambiance donc de cité encore, de cité urbaine, où donc avec l'Inquisition qui rôde dans une Castille, on va dire, qui est en guerre évidemment contre la Montaigne, voilà, une ambiance extrêmement pesante où ils peuvent se faire arrêter à n'importe quel moment, surtout si on est un sorcier déclaré, là c'est clair, c'est fini, voilà, c'est direct en zonzon. Donc voilà, ça fait encore partie, si je puis dire, de la deuxième partie du scénario. Mais voilà, donc une fois qu'il est libéré, eh ben, il y a une petite partie supplémentaire que j'avais rajoutée où il devait donc récupérer cela donc, dans les bureaux en fait du Saint-Office de l'église vaticine. Avec évidemment la confrontation avec l'Inquisition qui est tout aussi intéressante. Après, donc ils organisent enfin, troisième partie, l'expédition, une fois qu'ils sont, on va dire, en mesure de pouvoir faire cela. Donc après, à eux de voir s'ils gardent des contacts plus ou moins avec justement comment dire, la société des explorateurs par courrier, qu'ils reviennent pour faire comment dire, des rapports comment dire, à leurs employeurs ou comme ils ont un navire hein, qui leur a été affrété, qui s'occupe tout seul justement de gérer la situation et qu'ils leur transmettent juste des informations pour leur dire que l'affaire progresse. C'est à eux de voir et c'est à vous de voir aussi comment vous voulez gérer la chose. Sinon, ça va faire des allers-retours, comment dire, en avalon qui vont pas être extrêmement intéressants en termes narratifs, sauf si évidemment vous avez, on va dire, une idée derrière la tête et que vous voulez développer des petites choses concernant justement la société des explorateurs. Donc troisième partie, ils mettent en place l'expédition et donc ils vont, alors qu'ils vont déjà commencer à voguer sur les flots, comment dire, être pris en chasse par justement énormément de protagonistes. Donc un bateau castillan, un bateau castillan donc de l'Inquisition évidemment, qui elle est au courant à peu près de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire recouvrir des artefacts probablement Cyrnet qui eux évidemment ils abordent cela au plus haut point et donc veulent les saisir pour soi-disant les détruire. Les sbires de Morangias sont sur leurs traces, hein, ils avaient des espions, ils en ont encore rencontré probablement des gens qui étaient en contact avec ou potentiellement en contact avec lui ou qui étaient capables de les informer pendant le siège donc de la forteresse du Rio del Oro. Il voyage donc de manière. Là, vous jouez en fait le voyage maritime jusque justement
le fameux, le fameux lieu où va se passer d'une certaine manière le dénouement, c'est-à-dire donc la bouche du diable, avec donc des tempêtes et rencontre également aussi, vous pouvez rajouter des groupes de pirates. Mais ils savent quand même qu'ils ont des gens normalement sur les talons, alors c'est à eux de voir comment ils gèrent la chose par rapport aux intempéries. Donc là c'est plus une partie voyage en mer et préparation d'expédition et voyage en mer. Partie 4 qui peut être assez longue tout de même, une partie exploration. Donc là, ils vont déjà donc devoir utiliser la carte pour passer les récifs. Donc là, il va leur falloir évidemment un navigateur extrêmement expert. Moi, je sais que dans mon groupe, ils avaient fait cela parce qu'ils n'avaient pas réussi à retrouver la carte des récifs. Donc, ils ont dû pas faire autrement. Bah, ils ont utilisé en fait l'Usuram pardon, qui avait son pouvoir de Périem et qui avait donc une forme de dauphin. Et le dauphin en fait les a guidés à travers le chenal pour éviter les écueils. C'était une solution également viable qui était un remplacement. Donc si jamais par exemple ils n'ont pas réussi à retrouver la carte des récifs, qu'ils avaient bien la carte pour aller jusqu'à la Boca del Diablo, ils ont quand même une solution, c'est ils peuvent aussi créer une machine, hein, pourquoi pas une petite cloche de plongée ou quelque chose, avec justement le professeur Formosa qui est un membre du Collège Invisible et qui peut également leur donner satisfaction, leur permettant d'éviter les écueils grâce, on va dire, à un repérage sous-marin de différentes manières. Donc là, c'est vous qui voyez, si vraiment ils ont loupé cet épisode, il y a toujours possibilité de se rattraper. Donc ça s'appelle, comme dirait le tout bon MJ, l'improvisation. Partie donc 4, l'exploration. Une fois qu'ils ont passé les dents du diable, ils arrivent devant donc un immense monolithe. En fait, tout le monde croyait que c'était un volcan, mais en fait ça ressemble beaucoup plus à un monolithe quasiment parfait, dressé noir, dont le sommet est perdu dans des nuages assez sombres. L'entourage évidemment de toute l'île est très très volcanique, vous en conviendrez. Ils vont donc arriver donc au niveau d'une caverne souterraine extrêmement sombre, où il y a donc visiblement une sorte de, comment pourrait-on dire, de mur en fait de mur de roche qui sépare en fait le lieu en deux niveaux, et le niveau comment dire supérieur lui aussi, en fait le mur de roche fait comme une sorte de barrage naturel, et il y a en fait un immense lac en fait derrière qui lui évidemment est un lac d'eau douce. Et ils vont découvrir évidemment il va falloir qu'ils escaladent le fameux monolithe, enfin la fameuse barrière de roche naturelle, que dans ce lieu justement, dans ce lac, il y a un peuple de créatures aquatiques. Donc là je vous renvoie comment dire au supplément sur Lussura pour savoir de quoi il s'agit, mais ça existe bel et bien, il y a des peuples aquatiques qui existent. Donc ça sera une rencontre assez fortuite. D'ailleurs, dans la campagne, je le dis, on va dire pour le MJ, mais il y a normalement un passage qui leur permet justement une sorte de passage magique, de portail magique. Et ça existe bel et bien aussi dans le monde de la 7ème ère, qui permet justement d'arriver jusqu'au lac justement de ces créatures aquatiques, donc qu'on appelle des Vodianoi. Voilà, je vous y renvoie pour plus de précision si vous voulez en savoir plus. Mais ce n'est pas une chose que j'ai inventée, ça existe réellement dans le background de 7ème ère. Donc ils arrivent à passer, donc ils vont devoir soit les combattre, soit évidemment essayer de les amadouer. Ça c'est vous qui voyez de quelle manière ils vont pouvoir se comporter. Puis ils arrivent donc au niveau vraiment du cœur du monolithe, et là donc ils vont devoir monter une immense tour. Où donc ils vont arriver en fait à un niveau juste avant en fait une sorte de grand dôme. Et ils vont s'apercevoir en fait en réfléchissant un petit peu que en fait ce dôme en question et cette salle on va dire juste avant, en fait c'est purement et simplement un observatoire astronomique. Donc ils ont déjà sur la salle juste avant, juste en dessous, la carte du ciel complète en fait, voilà. Et donc au niveau du dôme, donc c'est un dôme qui peut justement être orienté avec des mécanismes, et qui peut également être ouvert évidemment pour observer les étoiles. Mais me direz-vous, mais où est le matériel astronomique? Il y a des coffres en fait. Alors des coffres normalement qui sont scellés grâce à à un code évidemment extrêmement complexe. C'est comme des sortes de roues en fait mécaniques
ou sur lequel il faut placer des symboles. Donc là, ça sera à vous de voir jusqu'à quel niveau de précision, mais vous pouvez leur poser une petite énigme, on va dire, avec des codes de symboles, avec soit des figures géométriques, ou ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'avais fait, ou c'était des codes de couleurs. Je me souviens plus exactement de ce que j'avais utilisé, mais là, c'est l'occasion, en tout cas, de leur proposer une petite énigme, justement, pour essayer d'ouvrir les coffres, ou tout simplement le résoudre, on va dire, par rapport aux capacités des PJ. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire, mais ça sera une petite partie, peut-être, vous aurez à développer. Dans les coffres en question, ils vont découvrir, en fait, qu'il y a des... purement et simplement, ce sont des télescopes, hein, voilà. Enfin, des lunettes astronomiques, soyons plus précis. C'est pas des télescopes, ce sont des lunettes astronomiques, et ils peuvent changer, comment dire, sur ces lunettes astronomiques par rapport à des différents types de lentilles qui sont des lentilles justement de couleur. Et en associant ces différentes lentilles, ils peuvent voir évidemment des choses différentes dans le ciel. Donc ça, ce sera une chose évidemment très particulière qu'ils devront également comprendre. Donc là, ce sera vraiment une phase pure réflexion. Voilà. Et ils pourront également trouver, et chose quand même assez importante et assez rigolote que j'avais introduite, bon après ça c'est vous qui voyez, qu'en dehors on va dire de l'observation des étoiles, s'ils mettent également les lentilles d'une certaine manière et qu'ils les utilisent non pas de nuit mais de jour, ils peuvent utiliser en fait les lunettes astronomiques comme on va dire canon laser d'une certaine manière, parce qu'il peut, on va dire, comme le nom l'indique, amplifier la lumière, enfin focaliser la lumière du soleil, l'amplifier pour par exemple brûler les voiles, comment dire, d'un ennemi, etc. La bonne vieille méthode d'Archimède, hein, ça existait, donc je n'ai rien vraiment non plus dévoyé en inventant le laser dans 7ème mer. Je trouvais que l'idée, comment dire, était plutôt intéressante, mais ça c'est à eux de voir s'ils vont l'utiliser également de cette manière. Donc en tout cas, normalement je crois qu'ils en avaient trouvé 4 avec, on va dire, à chaque fois le jeu, il y avait 4 coffres avec à chaque fois donc un jeu complet je crois que c'était une douzaine de lentilles, 6 lentilles, on va dire, de chaque couleur différente. Donc ça donnait plein de combinaisons, donc c'est à vous de voir quels effets vous pourrez donner en combinant certains types de lentilles qui permettront de voir certaines choses, qui permettront de voir loin, qui permettront de voir également de près, hein. Ils peuvent également essayer de les utiliser peut-être que justement à l'inverse comme microscope. Ça peut être également extrêmement intéressant de les utiliser comme ça. Ils peuvent les utiliser donc comme armes. Ils pourraient les utiliser également pour percevoir à travers, par exemple, un obstacle ou un mur, hein, comme une sorte de vision rayon X. On peut tout imaginer. Moi, en tout cas, j'avais laissé libre toutes les possibilités par rapport aux recherches et aux expérimentations qu'ils auraient pu faire, donc à partir justement de ces tubes dans un métal étrange, dans lequel ils pouvaient donc à chaque bout changer, on va dire, les lentilles. Voilà, en les combinant de différentes manières. Donc une fois que évidemment ils ont récupéré cela, ils vont devoir prendre la poudre des scampettes avec donc des gens comment dire, aux fesses, et donc en particulier un dernier qui les attendait évidemment au dernier moment, c'est on va dire un mercenaire pirate aux ordres donc de la famille Villanova et donc de Giovanni Villanova. Et donc encore le fameux peuple du Trident, donc les Vodnianoï, qui pourrait les empêcher de vouloir repartir justement avec cela. Donc voilà, ils ont découvert quand même quelque chose. Leur trésor, d'une certaine manière, c'est ces fameuses lunettes astronomiques, qui sont évidemment sans commune mesure, extrêmement, on va dire, de très très grande valeur. Donc à eux de voir après. Là, la 5ème partie, d'une certaine manière, c'est le voyage de retour, que vous pourrez jouer plus ou moins de manière étendue, et la négociation avec leurs mécènes pour savoir évidemment est-ce qu'ils vont rendre tout le matériel, est-ce qu'ils vont on va dire en revendre une partie et ne dire bah nous on a trouvé que ça, etc. Eux évidemment ils ont choisi d'en donner une, mais ils ont gardé le reste et ça leur a permis évidemment de gagner énormément d'argent, mais ils les ont évidemment vendus à des gens pas très reluisants, ce qui a posé des problèmes par la suite. Voilà, donc c'était cette petite campagne de la bouche du diable. Si vous voulez avoir un récit détaillé de toute cette campagne, que j'ai vraiment beaucoup plus développé que ce que je vous ai dit, elle est disponible donc sur le forum Tabula Rasa qui est en description. Et donc vous aurez la manière dont les joueurs, donc là, parce que je vous ai pas raconté, mais eux ils ont évidemment trouvé leur navire d'une certaine manière. Il y a eu plein d'autres intrigues évidemment, ça donne lieu évidemment à d'autres intrigues ensuite, hein. Comme je vous dis, il y a une deuxième partie, donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille en tout cas d'aller sur le forum pour donc lire le résumé de nos parties, qui s'appelle donc la campagne justement
Boca del Diablo, et qui s'étend quand même sur pas mal de temps, et qui comprend aussi justement, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, la fameuse campagne justement Freiburg, comment dire, le marteau et les tenailles. Voilà. Que j'ai fait jouer en même temps, on va dire, avec de plein d'autres intrigues. Voilà. Donc là, c'était Magna Magister pour les secrets de la septième mer, la bouche du diable. Pouce pour, on va dire, m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est fait. Si vous voulez, on va dire, d'autres scénarios, eh ben, allez-y. Parce que le format est très petit, donc ne doit concerner que les MJ. Donc voilà, il n'y a pas énormément de vues sur ces vidéos, même si, on va dire, elles sont très très appréciées. Parce que voilà, moi j'apprécie beaucoup, on va dire, les retours. J'en ai quand même pas mal par rapport. Mais évidemment, les vidéos sont moins vues que, on va dire, les vidéos de présentation de gamme. Parce que je suis tout à fait conscient que ça ne concerne que les MJ, que ceux qui bossent, pas les joueurs. Mais bon, voilà, j'aimerais bien tout de même que ces petites histoires, ces petits scénarios que je vous propose soient quand même plus vus, plus partagés justement pour les MJ. J'essaye de diversifier au maximum les jeux pour que ça intéresse le plus de monde possible. J'espère en tout cas que, voilà, que ça continue à vous plaire et que le format, comment dire, continuera à se développer. Voilà, c'était Magna Magister pour donc les secrets de la 7ème mer, mini campagne et scénario express, donc beaucoup plus gros. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.